Donc, je suis Romain Dominati, j'ai vécu 7 ans en Argentine avant Milei. Et donc, je vous propose ce soir effectivement un récit un peu personnel de quelle était la situation de l'Argentine avant l'émergence de Milei et comment le phénomène Milei a pu arriver dans un pays qui était quand même lourdement sanctionné par l'idéologie collectiviste. D'abord, l'Argentine, bon, c'était un pays très riche au début du XXe siècle. C'est un pays qui avait tout pour réussir et c'est, selon la classification officielle de la Banque mondiale, le seul pays qui est passé de pays développé à pays en développement. C'est le seul à avoir régressé, sans guerre civile, famine, volcan, rien de tout ça, juste parce qu'ils ont fait des mauvais choix politiques. Ils se sont retrouvés dans une situation vraiment complexe. Donc moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai constaté très rapidement qu'il y avait une bureaucratie étouffante, qu'il y avait une corruption vraiment étalée de manière éhontée et qu'il y avait un problème majeur qui était l'inflation. Alors vivre au quotidien avec l'inflation, c'est vrai qu'en tant que Français, en tant qu'Européen, on ne sait pas trop ce que c'est. On me dit l'inflation, ouais, 2-3%, vous perdez un peu d'argent, ok. Mais l'inflation, en vrai, c'est horrible. C'est horrible parce qu'on ne peut rien calculer, on ne peut rien prévoir, on ne peut pas épargner, on ne peut pas emprunter. On est obligé de refaire ces calculs, déjà en tant qu'entrepreneur, mais pour tout le monde, tous les jours. Il n'y a pas de vérité des prix, donc ça fausse absolument tout et c'est un gâchis monumental. Donc c'était la préoccupation majeure des Argentins depuis très longtemps et ça ne faisait que s'accélérer. On le ressentait vraiment de manière oppressante au quotidien. Ensuite, il y a la corruption. La corruption, pareil, la corruption, c'est pas la corruption fine, comme on peut la voir en France ou en Europe, avec, on va dire, des élites qui ont des petits avantages. Non, là, c'est de la corruption à un niveau où, en fait, tout le monde s'en fiche. Il y avait presque une entente entre les Argentins et leurs dirigeants qui faisait que, quelque part, il y avait une espèce de contrat qui disait le fisc, le gouvernement de manière générale, va pas trop venir me chercher si je déclare pas tout ce que je fais. Et en échange, moi, je vais pas trop me plaindre si les dirigeants font n'importe quoi avec l'argent. Ce qui faisait que c'était un climat extrêmement vicié et on se retrouvait avec des gens qui étaient en toute impunité, quoi. Donc, par exemple, à titre d'anecdote, moi, je me souviens de Christina Kirchner. Après, à la fin de son mandat, il y a eu un moment une perquisition chez elle parce qu'elle avait plein d'affaires sur le dos. Et les flics ont trouvé un coffre-fort de 200 mètres carrés dans son appartement en pleine ville. Vide, parce qu'elle avait été prévenue à l'avance, évidemment, de la perquisition. Et donc, elle a quand même dû se justifier. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites avec 200 mètres carrés blindés dans votre appart? Elle dit, c'était pour ma collection de chaussures. Ouais, bon, il n'y avait pas de chaussures dedans. Mais ça, c'est qu'un détail, parce qu'il y en a plein des histoires comme ça. Et les règles étaient très changeantes. C'était vraiment la volonté du dirigeant. Un matin, il se réveille et clac, il y a tout qui change. Donc dans un État qui était en perdition totale à cause de ces phénomènes, la corruption, l'inflation et la bureaucratie, l'État essayait de se financer comme il pouvait. Donc il allait chercher l'argent où il pouvait être sûr de mettre sa main dessus. Et souvent c'était avec des impôts totalement absurdes. Donc on a vécu par exemple des impôts à l'export. Donc l'Argentine étant un pays riche, il y avait des minerais, des richesses agricoles. Ils savaient que ces producteurs allaient à un moment ou à un autre devoir vendre à l'extérieur. Donc ils se sont dit, c'est simple, on va mettre une barrière et puis il n'y a rien qui sort tant qu'on prend pas un morceau important, avec des taux à l'export très importants, évidemment désastreux pour l'économie. Un impôt au chiffre d'affaires. Donc je sais, ça existe aussi en France sur certaines catégories d'entreprises, mais en Argentine c'est généralisé. Donc on a un impôt sur le chiffre d'affaires de toutes les boîtes. Donc même si la boîte perd de l'argent, elle paye. Et le pire, pour moi, je pense, un impôt sur les transactions en monnaie fiduciaire. Donc ça veut dire que toute transaction, carte bancaire, virement, chèque, il y avait un impôt. Un impôt très faible, je crois que c'était 0,2 et 0,2 pour émetteur et receveur. Donc quand on paye un café, on paye les 0,2 avec sa carte bancaire, c'est pas très grave. Mais quand on va acheter une propriété immobilière, là ça commence à compter. Donc qu'est-ce que faisaient les Argentins?
ils essayaient de détourner, d'esquiver cet impôt en payant en cash. Mais, étant donné que c'est une propriété immobilière, il faut quand même le déclarer devant le notaire. Donc je me suis retrouvé, moi j'ai acheté donc une propriété pour faire un hôtel, dans une banque, dans une pièce sécurisée, avec un garde pour notre notaire, un garde pour le notaire du vendeur, avec un shotgun, et une montagne d'argent sur une table, une montagne qui avait été livrée en sac poubelle par la banque, un peu comme un tournoi de poker, sauf que c'était uniquement pour éviter ces 0,2, et donc le vendeur, alors, quand il y avait la montagne, j'ai dit au notaire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va pas compter de toute façon. Ah non, on va pas compter, ça sert à rien, il y en a trop. Donc il a tout rempli dans des sacs poubelles, et il est parti avec son garde en shotgun pour traverser la rue, pour aller dans sa banque, pour lui déposer l'argent dans la banque d'en face. Enfin, des absurdités comme ça. Donc c'est dans ce climat très particulier que Milei a pu émerger, parce que en fait, avec tant d'absurdités, tant de gâchis, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont dit c'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'on soit dans un pays comme ça où rien ne fonctionne à ce point-là. Et les Argentins d'ailleurs disaient souvent on voudrait un pays normal, on voudrait revenir à un pays normal. C'est vrai que c'était pas un pays normal. Et surtout la jeune génération, parce que pour Milei tout a commencé par les jeunes qui n'avaient vécu que ça en fait. À un moment ils sont arrivés à la majorité, ils sont arrivés sur le marché du travail, 18 ans, 20 ans, et ils se sont dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Et là il y a un gars qui disait des choses qui détonnaient, qui n'étaient pas sur la même ligne que tous les politiques habituels. D'ailleurs, il n'était même pas politique. Il était vraiment dans la provoque, dans presque l'agressivité même, mais avec une ligne conductrice et un savoir économique très strict et très étayé. Donc on ne pouvait pas le faire vaciller. Ses détracteurs, ils ont essayé de le faire flancher, de lui faire dire une bêtise, ils n'ont jamais réussi. Il y avait même, au fur et à mesure que sa popularité grandissait, il y avait de plus en plus de jeunes qui essaient de relayer ces vidéos, qui montraient à leurs parents un tel engouement qu'on l'a mis à la télé. Et à la télé, c'est devenu presque une bête de foire. On l'invitait pour qu'il y ait une dizaine de gauchistes face à lui, qui l'assaillent de questions, et puis il était seul contre tous dans l'arène, et il s'en sortait toujours. Donc, ce qui était au début un amusement, une curiosité, à force d'insister, à force de mener la bataille culturelle d'une manière complètement nouvelle, ça a fini par percer. Ça a pris longtemps quand même, ça lui a pris des années, mais le message est monté des classes universitaires jusqu'aux réseaux sociaux, et puis finalement à la société tout entière, avec des canaux de diffusion complètement nouveaux, aussi bien TikTok qu'une pièce de théâtre, que des passages à la télé, il a tout essayé. Et il a réussi en fait non pas à créer un mouvement politique, il a réussi à changer l'état d'esprit des gens. Il a réussi à faire comprendre qu'effectivement leur pays, il n'était pas normal à cause de l'influence de l'État qui était à l'origine de tous leurs problèmes, à savoir l'inflation, la bureaucratie et la corruption. Et il a réussi à cibler ce message avec un message anti-caste, comme il l'appelle. Donc la caste, c'est les grands bénéficiaires de ce système pourri. Et c'est très varié, c'est aussi bien les hauts fonctionnaires que les patrons qui sont copains avec l'État, que profiteurs en tout genre. Il a réussi en fait à attiser une vraie colère, et il y a eu un petit miracle qui s'est produit. Tout ça, il y a une conjonction de faits qui fait que les Argentins avaient déjà connu la faillite, plus d'une fois. Donc déjà, c'est pas comme s'ils se sont dit bon il y aura la faillite et peut-être il va se passer quelque chose après. Non, ils l'avaient déjà vécu, donc ils se sont dit non, on veut pas revivre ça, parce qu'ils savaient que c'était pas la meilleure solution. Il y a eu le Covid, qui fait qu'en Argentine, comme dans beaucoup d'endroits, mais en Argentine particulièrement, parce qu'ils ont eu en plus le plus long confinement au monde, les gens ont été énervés. Les gens se sont dit, bon, non seulement l'État, il semble impuissant tout le temps, alors que quand il veut agir, on voit très bien qu'il peut le faire, mais en plus, du jour au lendemain, il nous enferme, il ne nous demande pas notre avis. Donc ça a attisé une vraie colère supplémentaire, et la répétition de ces problèmes de corruption et d'inflation qui ont fait que l'inflation était tellement énorme qu'en fait, il n'y avait plus d'autre issue, en fait. Ils avaient tout essayé, donc autant essayer le fou qui dit des trucs différents. Et ça fait ce petit miracle, il a été élu député, donc il a basculé dans la sphère politique, et après la suite, vous la connaissez, c'est allé très vite.
En très peu de temps, il est passé de député à candidat présidentiel avec une vague, au début on disait une vague juvénile dans les rues de Buenos Aires parce que les gens ne comprenaient pas. Ils voyaient des jeunes qui suivaient un professeur d'université pour parler d'économie dans la rue. Donc complètement bizarre. Et puis la vague juvénile, elle est devenue une vague nationale et ça a amené à son triomphe. Et là, je vais passer le micro à mon ami Mickaël qui va nous parler de comment ce triomphe s'est converti en résultat économique incroyable et d'exemple mondial aujourd'hui. Merci à tous et bravo Romain pour cet exercice pédagogique. Je dois dire que petite introduction personnelle comme l'a fait Romain. Donc avant, moi j'étais dans le milieu politique, j'ai travaillé en ministère, j'ai fait 3 campagnes présidentielles, j'ai fait du cabinet ministériel, j'ai fait de l'Assemblée, j'ai été élu, etc. Donc tout ce qu'on peut dire sur le milieu politique, j'ai même écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi les politiques prennent de mauvaises décisions » où ça explique de l'intérieur et en fait c'est une analyse organisationnelle et économique du fait par les partis politiques, par l'administration, par le gouvernement, par le jeu médiatique et politique, qu'il y a quelques petits décalages, on va dire. En tout cas, des biais entre les décisions qui sont prises et les décisions qui devraient être prises. Et Romain a employé le mot « bête de foire » sur Millet. C'est vrai que moi, la première fois que j'en ai entendu parler, j'ai dit « oui, il y a un clown trumpiste » qui dit vouloir réduire l'État à la tronçonneuse et qui veut être candidat à la présidentielle, mais qui est un outsider, mais c'est un Trump à l'Argentine, etc. Je dis bon, vu comme ça... Et puis il est interviewé, on dit alors vous êtes trumpiste, machin, et puis il répond, il dit écoutez, moi Trump, je suis observateur que lui a compris qu'il y avait une nécessité de faire la bataille culturelle, et sur ça il a raison, et sur ça je le défends, et moi-même je fais la bataille culturelle. Je me dis bon, pour un clown, il reste quand même assez modéré. Et après on regarde, le clown est docteur en économie, spécialiste de l'inflation, etc. Et puis alors certes il a un style qui détonne, mais le contenu de ce qu'il dit est quand même très très valable, très intelligent sur les problèmes que Romain a cités, notamment l'inflation, qui était un problème absolument majeur, et les prix, les investissements, la consommation, votre épargne, etc. C'est un fléau. Et donc je regarde ça d'une certaine façon curieuse, et puis je vois qu'il gagne. Je me dis tiens c'est marrant, le clown gagne. Donc là les médias ne savent pas trop, puis tout de suite ils disent mais de toute façon il n'arrivera pas à faire, sa ligne c'est du populisme, ce qu'il fait n'est pas possible, etc. Bon, mais je regarde quand même comment un homme, seul, contre tous les partis, qui n'appartient à aucun parti, qui n'était pas à l'Élysée avant, qui n'était pas au ministère de l'économie ou de l'Intérieur ou autre, arrive sur un sujet qui est absolument majeur, qui dit plutôt que la protection, choisissez la liberté. En général, quand vous proposez ça, vous perdez. Tous gagnent en disant « je vais vous protéger, moi, mieux que les autres, votez pour moi, vous aurez plus de garanties de ceci ou de cela ». Et là, le peuple se dit « tiens, non, on va voter pour la liberté, on va faire ce pari-là ». Et en plus, avec un outsider total qui a émergé en très très peu de temps. Donc j'ai étudié de A à Z, je me suis pris de passion pour ça. Et puis je vois, comme beaucoup d'entre vous, le compte Les Milléistes, anciennement Parti Milléiste, qui explique à chaque fois de façon très structurée, très documentée, très sourcée, avec des chiffres, avec l'explication, avec le contexte, et qui fait pas 10 likes. Hein. Maintenant, je crois que vous avez plus de 50 000 followers, et vous avez, je sais pas si tu as compté, mais vous avez fait plein de posts, à plus de 1000 retweets, etc., depuis 2 ans, 3 ans, etc. Et je disais à mes potes qui sont en politique, mais je dis, vous regardez ce compte, eux, ils font un travail politique, ils analysent, ils comprennent, et on sait ce qu'il faut faire parce qu'on a l'analyse, on a les solutions, on a l'explication, et c'est des choses de rupture. Et ça, c'est beaucoup plus fort que les éléments de langage à la télé. Et ça s'inscrit dans une logique où, en fait, vous êtes dépassé par ce qu'on appelle la radicalité, mais qui, en fait, est quelque chose d'assez raisonnable. D'ailleurs, c'est Millet qui dit c'est très raisonnable d'appliquer les principes du libéralisme. Et on voit que donc il arrive avec la tronçonneuse, faire le lien avec la question que m'a posée Romain, il réduit de 30% les dépenses publiques, équivalent de 10 points du PIB. Il avait dit, au début on va un petit peu souffrir, mais après ça va aller mieux.
comme un choc de quelqu'un qui est obèse et qui doit se mettre à la diète et qui doit faire du sport. Au début, c'est douloureux, mais après, au moins, on est en bonne santé et on est plus efficace, on est plus en forme et on a une forme physique qui permet d'être plus performant. C'est exactement comme l'État. Donc, il fait cette réduction de 30% des dépenses publiques qui ampute le PIB de 1% de croissance. Ce qui n'est pas énorme, hein. C'est-à-dire qu'on nous dit vous avez besoin de l'État pour fonctionner, etc. On enlève 30%, ça recule de 1%. Donc la tronçonneuse, il n'y a pas été comme un charcutier, quoi. C'était quand même assez chirurgical. Par exemple, sur tout ce qui est le social, il a tronçonné la bureaucratie, la technocratie, mais il ciblait les aides pour que les personnes puissent quand même bénéficier des aides, sortir par exemple pour les handicapés de situations difficiles, pour l'extrême pauvreté, etc., etc. Et donc ça s'est bien goupillé, puisque même s'il y a eu un recul de l'activité, il n'y a pas eu un effondrement du système économique, il n'y a pas eu un mécontentement majeur du peuple. Et au final, ça a duré 8 mois, la période un petit peu d'atermoiement, la période de recul, la période de restructuration, où le marché qui était totalement amputé de son dynamisme, tout d'un coup retrouve un petit peu des couleurs, les entrepreneurs peuvent réeffectuer des décisions qui sont rationnelles, ils peuvent ne pas dépendre de l'État, de tout le système de corruption généralisé que a décrit Romain, et donc prendre des décisions rationnelles sur du temps long, du temps court, et le marché se met à refaire ses effets, et au bout de 8 mois, la croissance revient. Et la croissance revient, elle est couplée avec une baisse de la pauvreté, elle est couplée, il y a eu une grande dérégulation à Buenos Aires, qui a amené du coup à ce que les prix baissent, ce qui est dans les manuels d'économie, ce que tout le monde sait, mais ce que des villes comme Paris, on a un petit peu oublié. Et donc les effets se font sentir positivement, etc. Et j'en terminerai par là avant de passer à la deuxième partie qui peut un petit peu nous intéresser sur l'exemple que ça peut être pour nous. Mais quand on regarde au début, on nous a dit c'est un clown, il ne sera jamais élu. Il est populiste, il ne sera jamais élu, etc. Il est élu. Tout le monde disait, il y a même, on se rappelle, c'était, je crois, Le Monde qui avait dit c'est un populiste d'extrême droite. J'ai retrouvé la France Inter qui avait dit l'Argentine va vers l'apocalypse. L'apocalypse, quand on connaît la définition des mots, c'est déjà assez exagéré. Et puis quand on voit la réalité, je pense que heureusement que les journalistes ne sont pas jugés sur leurs prévisions. Sinon, il y en a beaucoup qui seraient au chômage. Mais tout le monde disait, donc c'est un clown, ça va pas marcher, il sera jamais. Il est élu. Il va jamais faire ce qu'il a dit, c'est pas possible, en plus il n'avait pas la majorité, etc. C'est pas possible de rien faire. Il le fait. On dit, il le fait, ok, mais les résultats seront pas là. Les résultats sont là. Baisse de la pauvreté, déficit, fait majeur, mais on va revenir un petit peu après, mais il arrive, en un mois, il n'a pas de majorité, il fait un déficit, un budget au déficit zéro. Je vous rappelle qu'en France, ça fait 1 an et demi qu'on a 5% de déficit et on a squeezé trois gouvernements. Barnier, Bayrou, Le Cornuin, parce qu'on n'arrivait pas à traiter ce sujet. Là, on se félicite d'arriver à avoir 5% de déficit seulement. Et avec quelque chose qui va être terrible pour notre économie. Lui, il arrive, il dit non, on arrête les conneries, en un mois, bam, déficit zéro. Donc il n'y a plus de déficit fiscal, il n'y a plus également les sorties de devises par le déficit commercial, etc. Donc il y a les résultats. Alors il y a les résultats, ok. Mais tout le monde n'est pas content. Oui, enfin tout le monde n'était pas content avant, mais quand ça va mieux, ça va quand même mieux. Donc c'est pas... Oui, mais tout le monde n'est pas content, donc il va perdre les élections. Alors après, on entendait ça jusqu'à quelques mois. Donc, 6e truc, il va perdre les élections, donc ça marche pas. Et même quand on discutait, je pense que Romain et d'autres ici, quand vous discutiez avec les politiques, vous leur disiez, vous avez vu, il y a eu tout ça, etc. Il a parlé de l'économie, il a mis l'économie au centre du débat. Il a fait campagne sur des idées économiques radicales. Il se fait élire, il le fait, et il y a des résultats. Vous pourriez peut-être vous en inspirer. Ouais, mais c'est compliqué à chaque fois sur tel ou tel truc. Et puis en plus, visiblement, il n'est pas populaire. Visiblement, il va perdre les élections. Quand bien même perdrait-il les élections, il se fait élire, il fait ce qu'il faut pour le pays et le pays va mieux. Donc si vous êtes en politique, c'est peut-être un petit peu pour faire tout ça. Oui, mais c'est compliqué. Et puis là, depuis quelques mois où il a gagné les élections législatives, il a eu un raz-de-marée au Parlement argentin. Là, ça devient plus compliqué de le contrer.
Là, ça devient plus compliqué de dire que ça marche pas. Là, ça devient plus compliqué de dire que, non, que ça n'a pas de résultat, que ça appauvrit les gens. Oui, il y a encore 28% de taux de pauvreté, mais 28 par rapport à 50, c'est Romain qui avait fait une tribune où j'adorais le titre, il a dit mais la pauvreté chute, la croissance revient, il n'y a plus de déficit, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour ouvrir les yeux et considérer que ça peut être une alternative? Et donc ça, c'est un élément majeur, c'est pour ça que c'est passionnant. Et en réalité, et on reviendra un petit peu dans la deuxième partie, plus en détail, vous savez, le marxisme, c'était une personne, Karl Marx, bon, avec Engels pour ceux qui connaissent bien, mais qui avait une vision de l'économie assez simple, qui l'a écrite, qui a réussi à la populariser de façon mondiale. Mais ça a pris des décennies entre le Capital 1852-1853 et la Révolution en Russie 1917, il y a eu 70 ans quasiment. Là, Milley, il est intervenu dans ses premiers médias en 2013, il est arrivé en 2019, je crois, à l'Assemblée, c'est ça, mémoire, on contrôle. Après, hein. Après 2020. Après le Covid, ouais. Après le Covid, oui. 2021, c'est ça. Il s'est fait lire en fin novembre 2023. Et il n'y a pas un pays dans le monde où la tronçonneuse n'est pas un symbole des politiques. Il y a même le Vietnam communiste qui dit oui, pour nos dépenses publiques, on en a trop, il faut faire la tronçonneuse comme il est. Ici, il a fait la une du Figaro, du Point, de l'Express. Il n'y a pas un pays au monde qui ne parle pas de Milley. Donald Trump, le président de la plus grande puissance américaine, dès qu'il est élu, ils annoncent qu'ils vont faire une grande réception à Mar-a-Lago avant qu'il prête serment. Le premier chef d'État qui est cité comme un invité, Javier Milley. Il prend des photos avec les collaborateurs, pour ceux qui suivent notamment sur Netflix, Get Me Roger Stone, donc Roger Stone, le conseiller emblématique de Donald Trump sur sa première campagne, qui a 75 ans maintenant, mais qui était conseiller de Nixon, qui a été conseiller de Ronald Reagan, qui a ensuite servi Trump, qui a gagné en 2016 et qui vient de regagner avec lui. Il prend une photo avec lui, il dit « je prends une photo avec mon héros ». Et en fait, c'est ça, c'est que Milley est devenu un héros et qu'il y a un souffle mondial qu'il a insufflé, qui pour moi est inédit depuis Marx, mais qui est Marx à l'ère des réseaux sociaux, mais surtout Marx qui marche. C'est-à-dire que marxisme, on n'a aucun pays, ils l'ont essayé 10 000 fois, on l'essaye encore aujourd'hui en France, puisque vous savez qu'on a plus de dépenses publiques que l'Union soviétique, ou que tous les pays du bloc de l'Est. Il n'y a aucun pays qui a essayé ça où ça a marché. Souvenez-vous, comme le rappelle Milley, quand ils l'ont essayé en Allemagne, on a dû faire un mur pour pas que les gens de l'Est aillent vers l'Ouest. C'était quand même ça la réalité. C'est toujours la réalité. Quand vous voulez aller dans des zones plus en croissance, attention les exilés fiscaux. On ne dit pas ils ont raison qui fuient dans leur enfer néolibéraux et puis nous avec le socialisme on va accueillir plus de gens, ou c'est nous on va peut-être mettre la vis, on va regarder qui vient dans notre paradis socialiste, on va fermer la porte, etc. Non, c'est l'inverse. Et donc il n'y a pas d'exemple en fait dans la période récente où il y a une portée puissante des idées libérales, alors le libertarianisme, qui d'ailleurs faudrait qu'on appelle libertarisme, je trouve ça plus joli et plus simple pour les gens. Il n'y a pas d'exemple aussi fort qui a été mené, et donc c'est un outil formidable. Beaucoup avaient peur qu'il perd les élections. Maintenant, il a montré qu'il y avait les résultats et qu'on pouvait placer l'économie et qu'on pouvait gagner les élections et que c'était simple à transmettre. Et donc c'est un phénomène absolument majeur, il faut s'en saisir, il faut en parler, il faut prendre exemple. Et il n'y a pas de raison, quand vous voyez le carton que fait Romain, ou même hier, il y avait David Lisnard qui était à la mutualité un petit peu plus bas, le moment où il s'est le plus fait applaudir, c'est le moment où il a dit « Afuera ». Donc il y a une envie de radicalité, il y a une envie que les gens voient quelque chose de tangible et le changement. On ne va pas s'en sortir si on continue avec le déficit, avec la dette, avec les impôts aussi élevés, etc. Donc voilà comment je m'en suis saisi. Et puis je crois que je vais repasser la parole à Romain pour aborder la deuxième partie. Et puis après, de toute façon, on va échanger. Merci à tous. Merci Mickaël, ouais. Donc effectivement, la deuxième partie, on va essayer d'explorer comment on pourrait appliquer ces idées à un pays comme le nôtre, qui finalement n'est pas si loin de la situation de l'Argentine à l'époque. Alors oui, c'est pas les mêmes pays, oui, on n'a pas d'inflation, on n'a pas exactement les mêmes problèmes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça a beaucoup à voir parce qu'en fait, la racine du mal est la même, c'est l'influence de l'État. Et c'est les mentalités qui sont ancrées dans quelque chose qui est faux.
Et c'était le cas en Argentine. En Argentine, il y avait cette même ambiance que... Est-ce qu'il y avait en Argentine 70% de la population qui était dépendante de l'État pour ses revenus? On fera les questions après. Oui et non. Oui et non. Oui et non, parce que déjà, on est presque à 100% en Argentine, puisqu'il y avait des subventions sur l'énergie pour absolument tout le monde. C'est-à-dire que même moi, en tant qu'entrepreneur qui gagnait de l'argent avec mon business, j'ai reçu des factures d'électricité négatives, parce qu'il y avait tellement de subventions qu'en fait la note elle était passée en négatif. Donc on est dans l'absurde le plus total. Et que finalement la bataille elle se joue surtout dans les têtes. Et les têtes argentines étaient à l'image des têtes françaises aujourd'hui, c'est-à-dire que la redistribution c'est bien, la justice sociale ça existe, alors que ça n'existe même pas. Donc la parole était déliée en Argentine côté gauche. Il était facile de dire que tout va bien parce que l'État va nous aider, que, enfin, tout ce que vous connaissez déjà. Je suppose que les uns les autres, vous n'osez pas forcément dire tout ce que vous pensez en public. Et ça s'est inversé parce que Milei a brisé cette fausse logique. Il a réussi à démontrer qu'en fait, ben non, c'était pas ça, la vérité. S'il l'a fait là-bas, on peut le faire ici. Donc pour repartir sur des choses plus concrètes, nous avec les milléistes, alors peut-être que vous avez la question qui va venir, donc je réponds à l'avance, on s'appelle plus parti milléiste parce qu'on n'est pas un parti et que on n'a pas vocation à le devenir et qu'on nous a dit qu'on pouvait être inquiété légalement en gardant le mot parti. Donc on a préféré l'enlever, tout simplement. Donc on n'est pas un parti, mais on avait quand même fait un programme. Un programme à titre indicatif pour que les gens puissent le reprendre, et n'importe qui, n'importe quel candidat en France peut reprendre des parties de ce programme. J'en serais ravi. Et dans ce programme, on a donc essayé d'imaginer comment on pourrait vraiment appliquer une politique milléiste à la France. Alors le programme, il appliquait la tronçonneuse, mais comme l'a dit Mickaël, la tronçonneuse, en fait, c'est pas si violent que ça, en fait, la tronçonneuse. Déjà, Milei, c'est pas tant que ça, finalement. C'est que 10 points. Nous, en France, si on voulait ramener la dépense publique au taux d'un pays qui est érigé par les socialistes comme modèle, par exemple le Danemark ou la Suède, on devrait couper de 15 points. Donc c'est déjà plus que la tronçonneuse de Milei. Bon, nous, dans notre programme, on allait un peu plus loin. L'objectif était de ramener le poids de l'État dans le PIB à 35%. 35%, ben c'est justement, comme je disais tout à l'heure, c'est pour moi un pays normal. 35%, c'est déjà beaucoup, quoi. 35%, c'est pas le Far West. 35%, c'est lourd. C'est l'Irlande, c'est la Corée du Sud, c'est la Suisse, c'est les États-Unis qui sont pas si loin que ça. Donc pour ramener la dépense publique à 35% du PIB, il faut faire 670 milliards d'économies par an. Donc on voit que même les plus libéraux de nos politiques, les plus audacieux, on en a cité un qui était hier à la Mutualité, Lisnard ou PNAFO, ils sont à 150, allez 300 parfois. Et en fait, on est très très loin de revenir à un pays normal, même avec 150 ou 300. Mais bon, c'est déjà pas mal, donc on les encourage quand même. Mais qu'est-ce qu'on faisait avec ces économies? On faisait déjà déficit zéro, qui est la politique numéro 1 de Milei. Bon, lui, il avait le problème de l'inflation. Nous, on l'a moins, mais quand même, pour tenir les comptes, bah, il ne faut pas perdre d'argent, c'est tout. Hein. N'importe quel foyer, n'importe quel consommateur, n'importe qui sait qu'on ne dépense pas plus que ce qu'on a. Donc l'État doit s'appliquer lui-même déficit zéro. Et tout le reste, environ 510 milliards, ce sont des baisses d'impôts. Donc on avait un premier axe pour établir ces réformes milléistes, c'était ramener la dépense publique à un pays normal, donc 35%, et rendre aux actifs le fruit de leur travail. Parce qu'en France, malheureusement, le travail ne paye pas. C'est pas très intéressant en fait de travailler en France. Parce qu'il y a tellement de charges, qu'elles soient patronales, salariales, vous appelez comme vous voulez, c'est juste un impôt sur le travail. Et donc on s'est dit, est-ce que c'est possible d'imaginer une France où on supprime intégralement les charges sur le travail? On l'a chiffré, et donc c'est possible. C'est lourd, mais c'est possible. C'est dans les 420, 430 milliards de charges. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au salaire moyen, donc vraiment salarié moyen français, il aurait une augmentation de son salaire net de 80%. Imaginez, vous allez négocier avec votre patron demain, vous demandez une augmentation de salaire, vous allez demander quoi? 5%, 10%? Là non, c'est 80%. 80% de notre vie à tous, elle change.
80%, on n'est plus du tout dans le même monde. Donc c'est une promesse qui, normalement, peut convaincre n'importe quel actif en France, puisqu'on parle du salaire moyen. On ne parle pas de quelqu'un qui paye beaucoup d'impôts. On parle du salarié moyen. Donc c'est tout simplement colossal. En plus, évidemment, on supprimait aussi quelques autres impôts. Droit de succession, on a baissé l'IS à 20%, on supprimait une foule de petits impôts, mais qui étaient contrebalancés par aussi une suppression d'une foule de petites niches fiscales, parce que tout se fouille et on n'y comprend plus rien. Alors, c'est bien gentil de dire ça, mais comment on fait? Alors on a, pareil, hein, on a bossé, on n'est pas professionnel, on a des familles, on a des métiers, donc voilà, ça nous a pris un certain temps de dédier un peu de temps à faire tout ça. Mais en fait, bah, vous vous en doutez, hein, déjà, réforme des retraites, ça c'est évident, pour aller vers un système par capitalisation. Privatisation, comme a pu le faire Milei. Milei, dès qu'il est arrivé, il a dit qu'est-ce que c'est que tous ces trucs publics? Ce n'est pas à l'État de gérer tout ça. Alors il y a des trucs qui sont évidents, par exemple chez nous, l'audiovisuel public, la SNCF, on paye tous une fortune pour avoir le droit d'acheter des billets de train, même si on ne prend jamais le train. Bon, ça n'a aucun sens. On paye tous un abonnement comme à Netflix, même si on ne regarde jamais France 3. Ça n'a aucun sens non plus. Il y a des trucs... bon, pour Milei en Argentine, c'était, par exemple, ils avaient des subventions pour le cinéma qui étaient très élevées par rapport au budget de l'Argentine. Et bon, il a mis en avant des exemples criants en disant on a financé cette année 7 films qui ont fait moins de 15 entrées. Et en attendant, il y a des enfants qui meurent de faim dans le Chaco. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Donc ça, c'était facile à enlever. Mais... il a été plus loin, il a engagé des processus de privatisation pour la compagnie aérienne nationale, pour les routes, pour les ports, enfin pour beaucoup de choses. En France, on pourrait faire de même. Réforme de l'assurance santé, de l'assurance chômage, elles n'ont pas à être publiques. Nous, on est tellement habitués en France à ce que ce soit public, on ne se pose même plus la question. On se dit quoi, la Sécu? Mais c'est le fleuron, c'est la fierté de la France. Partout dans le monde, on nous envie notre système. Ah bon? Pourquoi personne ne le copie alors? Si c'était si bien que ça, ils feraient tous pareil. Et puis si les sécu étaient si bien que ça, elle n'aurait pas peur d'être mise en concurrence. On pourrait avoir un système de santé privé à côté. Et puis si vraiment elle est super, eh ben, tout le monde garderait la sécu, personne n'irait à côté, donc elle n'a rien à craindre. Mais évidemment, c'est inenvisageable tant qu'on n'a pas changé justement les mentalités. Dans un pays normal, l'assurance santé, l'assurance chômage, bah non, c'est pas l'État qui gère. Au-delà de ça, il y a évidemment une libéralisation de la manière dont on travaille, dont on éduque nos enfants, qu'on a pour construire des immeubles, pour construire des maisons, qu'on a juste pour changer la couleur de ces volets. Tout ça, c'est une foule de petits détails, mais qui nous pourrissent la vie et qui nous prennent beaucoup de temps. C'est pour ça que Milei a créé un ministère de la dérégulation. Ça, c'est très intéressant, puisqu'il a supprimé plein de ministères, par contre, il en a créé un nouveau, c'est donc celui-ci, avec une équipe de gens très patients, qui vont éplucher les textes de loi, et il y en a des textes de loi, il y en a des milliers, parce que ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, et jamais personne ne les enlève. Donc il faut avoir des gens très très volontaires, pour aller vraiment lire chaque ligne et dire bon bah ça sert plus à rien, c'est une loi de 1957 sur les plumes des poulets, on l'enlève chaque, mais il faut y aller une par une parce que sinon bah c'est pas légal, c'est pas possible, on sait pas ce qu'on enlève. Mais ils ont fait un travail formidable, ils ont supprimé déjà des milliers et des milliers de textes de loi. En France évidemment on aurait besoin de la même chose. Donc finalement tout ça pour dire que non seulement c'est possible quand on veut, s'il y a une volonté populaire qui s'exprime clairement, généralement, ça se fait. Alors en France, ça prendrait des tournures légales, évidemment. Donc il faudrait par exemple une réforme du Conseil constitutionnel, un système par référendum, enfin un système où en fait, s'il y a un élan populaire, à un moment, bah, en face, c'est obligé de changer. C'est heureusement une des vertus de la démocratie. Quand c'est trop fort, ça change. Coûte que coûte. C'est-à-dire même si on doit changer le statut de fonctionnaire, par exemple. Statut de fonctionnaire qui semble intouchable. Mais si demain tout le monde dit non, c'est un scandale, c'est un privilège, c'est pas juste, pourquoi ça existe encore ce truc-là? Ça changera. Milei l'a démontré. C'est pour ça que je faisais le parallèle entre les deux pays. C'est parce que, en fait, c'est pas tellement dans le détail technique, dans vraiment comment on fait, c'est comment on commence à penser différemment. Et si une idée a mûri dans la tête des gens, alors
les détails techniques, ça devient superflu. En fait, on trouve la solution. Parce que quand on veut, on peut. Et ça, c'est ça qui nous a démontré Javier Milei. C'est ça qui est nouveau, en fait. Parce qu'il y a déjà eu des exemples de politique libérale, il y a déjà eu des exemples de petites corrections, de petits coups de rabot, mais il n'y a jamais eu d'exemple aussi fort de changement mental soudain. Enfin, pas soudain, parce que comme on l'a dit, ça a pris quand même un certain temps, mais de changement mental majeur, de fond, qui fait que d'un coup on ne se retrouve pas avec 10%, 20% des gens qui sont convaincus, mais avec plus de la moitié, même quand les gens bénéficient d'une manière ou d'une autre de l'État. Parce qu'on peut bénéficier de l'État, mais à un moment se rendre compte que c'est pas la meilleure façon de s'organiser. En fait, il a montré qu'il y avait d'autres façons de s'organiser en tant que société, plus saines, plus responsables, plus pacifiques aussi. Si on respecte les uns les autres nos volontés, on ne va pas avoir besoin de voler notre voisin. Et ça, il l'a fait avec une pédagogie unique qui fait un mélange de rock'n'roll, de professeurs poussiéreux d'économie, de gueulards de la télé et d'hommes politiques. Ce mélange-là fait qu'il a réussi quelque chose de nouveau. Et après, c'est à chacun, à chaque pays, même à chaque citoyen de prendre un petit bout de cet enseignement pour petit à petit faire changer les choses. Et qui sait, peut-être qu'il y a un espoir derrière tout ça. Alors nous, on a une échéance assez courte en France, parce que l'élection, elle arrive vite, mais après tout, ça se joue pas que sur une élection. Comme je l'ai dit auparavant, les Argentins, ils ont dû trébucher de nombreuses fois avant de comprendre tout ça. Peut-être que malheureusement, on a besoin de trébucher, je ne sais pas. C'est une question que je me pose souvent. Espérons que non. Mais en tout cas, l'espoir, il est né. Maintenant, il faut l'attiser, il ne faut pas lâcher. Et c'est à chacun d'entre nous et d'entre vous de le faire. Je vais repasser la parole à Mickaël, qui a peut-être encore un petit mot à nous dire pour finir tout ça. Merci. Merci, bravo, et n'hésitez pas à aller voir ce qui a été fait, je crois que c'est épinglé sur le compte. Sur le programme, oui, tout à fait. Par curiosité, après il y a des choses où on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas il y a un vrai travail qui a été fait et c'est vraiment très intéressant, et plus il y a du travail dans ce sens, plus ça fera bouger les lignes, et c'est une des priorités qu'on peut avoir. Je partage 100% de ce qu'a dit Romain, je vais compléter quelques petites choses, et après je vais tenter de répondre à une question que vous m'avez pas posée, mais je pense que vous posez beaucoup, en tout cas à chaque fois dans les discussions que j'ai avec des dirigeants, des chefs d'entreprise, même des politiques, ils disent oui mais en France on pourrait pas, ou alors comment on pourrait faire en France? Et on peut le faire en France. Ce qui a marché là-bas, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ici. C'est des principes politiques qui ont été érigés par l'école autrichienne, où c'est des gens qui sont nés au 19e siècle en Autriche. Ça a été implémenté en Amérique du Sud avec succès. D'ailleurs, il y a une vague sur le compte Sierra Fuera qui le rappelle souvent, qu'il y a, depuis l'élection de Milei, les libéraux gagnent quasiment toutes les élections en Amérique du Sud. Il y a vraiment un souffle qui est en train de naître, et grâce à Milei et grâce à ses résultats. Et est-ce que la France, on va être, vous savez, comme à l'époque du nuage de Tchernobyl, non, nos frontières, ça vient pas. Ça vient pas. Le nuage radioactif, il s'arrête à nos frontières. Et là, j'ai l'impression que je discute avec les uns, ils disent ouais, nous, ça va pas venir. Bon, ok. Dans ce qu'a dit Romain sur, on coupe toutes les dépenses, on fait une vraie thérapie de choc. Seulement, là où on a peur de dire bah oui, mais attention, parce que c'est l'État, sauf que l'État n'a pas d'argent, l'État il vous endette, l'État il vous surtaxe, et en fait il retire de l'argent au marché privé qui est le seul qui crée des richesses. Et d'ailleurs, il n'y a que le secteur privé qui crée des richesses et qui paye de l'impôt. Parce que par définition, quand vous êtes fonctionnaire et que vous payez des impôts, c'est-à-dire qu'en fait vous payez ce qu'on vous a mis en brut. En plus, il y a des fonctionnaires qui travaillent, ça c'est quand même totalement fou. On prélève sur le secteur privé, on va avoir des fonctionnaires qui disent bah, en fait on vous verse ça, mais on vous le prélève tout de suite, et après on vous donne ça, et puis vous allez repayer par une autre administration vos impôts sur le revenu pour que ça revienne là, etc. Alors qu'il n'y a que le secteur privé qui crée des richesses, il n'y a que le secteur privé qui crée des impôts. Plus on taxe le travail, c'est comme vous savez quand on dit les taxes soda, on veut réduire l'obésité, on taxe les sodas. On veut réduire la consommation de sucre, on taxe les produits sucrés. Alors pourquoi on taxe le travail? Si on taxe le travail, si on taxe le capital, il y a moins de capital. S'il y a moins de capital, il y a moins de revenus par habitant. C'est les seuls indicateurs. Et donc si on taxe le travail, bah, il y a moins de travail, le secteur privé, et on arrive à ce qu'on a de ces dernières années, une croissance depuis 15 ans même, une croissance totalement atone. Faut quand même avoir un petit peu de mémoire, et quand on lit aujourd'hui, on entend oui, on se félicite, on a finalement 0,5% de croissance. Génial.
Les 35%, c'est très intéressant. Les 35% de dépenses publiques. Il se trouve que pour ceux qui me suivent, j'ai écrit un livre sur Pompidou il y a une dizaine d'années maintenant. Sous Pompidou, on avait 30 à 35% de dépenses publiques. On était la première puissance industrielle d'Europe. On était la première, le pays qui avait le plus fort taux de croissance en Europe, et avec une croissance industrielle de 7%. On avait les plus grandes technologies de notre temps, le Concorde. Vous avez dû voir passer d'ailleurs sur X, dire ce que c'était la France à l'époque, on voyait le Concorde, le TGV, les centrales nucléaires, la fusée Ariane, etc. Comment ? Le Minitel. Le Minitel, ça c'est venu après, mais ouais. Mais on était une puissance où on faisait des choses, quoi. Il y avait 25% de part de l'industrie dans l'économie. Vous regardez un pays comme la Pologne aujourd'hui, le plus fort taux de croissance en Europe, 35% de dépenses publiques. Il y a les usines qui délocalisent ici, elles vont là-bas, et c'est pas l'ouvrier polonais qui coûte pas cher. Quand vous dites, la dernière fois, j'étais à une conférence avec le patron de Forvia, vous savez, le constructeur automobile qui construit un tiers des pièces de toutes les voitures dans le monde. Il dit, on va là-bas pourquoi ? Énergie, coût de l'énergie abordable, et en plus avec une prévision qu'on sait que ça va pas dérailler comme en France. Main-d'œuvre qualifiée et fiscalité raisonnable. Voilà. C'est ce qu'on avait, c'est ce qui a fait la période des 30 Glorieuses, c'est ce qui a permis un enrichissement de la population. Ce qu'on a perdu, c'est ce que fait Millet. Miracle, ça marche. La Pologne, Millet aujourd'hui, la France d'avant, la même recette. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po, surtout d'être engagé à gauche, ou l'ENA est engagé à gauche, pour voir qu'en fait ça marche. Et surtout, il y a quelque chose, c'est que non seulement vous remettez de l'argent dans le secteur, vous dépassez, vous mettez dans le secteur privé, donc vous avez un boom de la croissance, vous avez un boom des salaires, et quelque chose auquel je n'avais pas forcément pensé, mais en fait vous baissez les prix. Ici, quand vous allez payer votre coca 10 €, votre coca ne coûte pas 10 €, c'est parce que la personne, le restaurateur, il doit payer des URSSAF, 50% des salaires, il doit payer de l'impôt, il doit payer des charges en tout genre, etc., le brut, le super brut, ce qui fait qu'en fait on est taxé à 80%. Donc, le restaurateur, si vous lui retirez ses 80% de charges, de taxes, d'impôts, etc., ben, il peut baisser les prix. Donc il y a plein d'endroits, si vous allez même à Dubaï, les prix sont moins chers, parce qu'il n'y a pas d'impôt. Vous êtes dans un grand hôtel à Dubaï, ça va coûter le même prix qu'ici. Parce qu'il y a des taxes, et en fait, il y a un effet sur les prix, on ne se rend pas compte, mais on est très pauvre en France à cause de ça. L'alimentation, en 4 ans, ça a pris plus de 24%. Les logements, dans les années 80-90, il fallait 5 années de salaire médian pour s'acheter un appartement à Paris. Aujourd'hui, c'est 25 années de salaire médian. Il y a eu un article aujourd'hui que je voyais qui était « On n'achète plus l'immobilier par le travail ». C'est pas le travail qui permet l'immobilier, c'est du capital, c'est des dons qu'on peut vous faire dans votre famille, c'est d'avoir eu l'immobilier avant, etc. Le marché est totalement saturé, c'est quasiment impossible aujourd'hui, juste avec la sueur de votre fonds, d'acheter de l'immobilier. En plus, les taux sont en train de remonter, donc bon courage. Et on ne construit pas, on a des normes dans tous les sens, etc. Même s'il y a du travail assez positif du ministre du Logement qui a compris ça, Vincent Jeanbrun. Mais c'est la réalité. On a une réalité économique où, du coup, et notamment les jeunes, qui savent qu'ils sont surtaxés. On est quand même le premier pays, et je pense le premier de l'histoire de l'humanité, où on gagne plus quand on est retraité que quand on est actif. Faut se rendre compte quand même du changement de paradigme fou. C'est-à-dire que les retraités gagnent plus que ceux qui travaillent, qui normalement doivent aussi aider à la contribution des plus âgés, mais on a un système qui est totalement différent. Et donc dans ce cas de figure, je disais les 1, 2, 3, 4, 5 points négatifs sur Millet quand on en parlait et qui maintenant s'éclaircissent. Il y a aussi des points négatifs en France. Les gens ne s'en rendent pas compte. La dette et le déficit, ça n'intéresse personne. Les impôts, il n'y a que les riches qui s'en plaignent. Les Français ne savent pas que c'est le bordel. Les politiques peuvent continuer comme ça, etc. Ça, c'est ce que j'entends depuis 10-15 ans. Il se trouve que quand j'ai fait des études, à l'époque, c'était de l'économie, c'était à la fin de la crise de 2008, où à l'époque, on disait on va réformer le système monétaire, financier. On a compris qu'il y avait des graves problèmes, qu'il y a trop de dépenses publiques, on va tout mettre à sec, les ministères, etc. Il se trouve qu'à la fin de mes études, je travaille dans le ministère. Là, je vois les budgets petits fours à gogo, etc. Et il n'y avait pas marqué, ou le président et le Premier ministre ne se sont pas dit quand même qu'on allait réduire les dépenses. Oui, mais t'inquiète pas. Et tout. Bon. Je vois des subventions dans tous les sens, des dizaines de millions sur des trucs. Tout. Et je vois qu'on ne baisse absolument pas les dépenses publiques. Je dis, mais
enfin, je suis jeune, je essaie de comprendre un peu l'économie. J'ai entendu le président, le Premier ministre, tout ce que disent les banquiers, la Banque Centrale Européenne, etc., le FMI. Pourquoi on ne fait pas ce qu'on dit, en fait? T'inquiète pas, les gens savent ce qu'ils font, Bercy, ils savent très bien ce qu'ils font. Puis si un jour ça déconne vraiment, qu'il y a des vrais problèmes de la dette, ils sauront quoi faire, il y a des adultes autour de la table, t'inquiète pas. Bon, bah, je suis jeune, j'ai 25 ans, je démarre, ok, je suis jeune, il y a des adultes, c'est normal. Et en fait, 15 ans plus tard, je peux dire qu'il n'y a pas d'adultes autour de la table. Aucun adulte autour de la table. Quand vous voyez que maintenant, même Bayrou, il y a un an, qui disait pour le confort des boomers, on est en train de sacrifier une génération, etc., alors qu'il est Premier ministre, et que lui-même, il proposait un budget par ses services et ses ministres et ses conseillers, qui alourdissait la dépense publique, qui alourdissait le déficit, etc. Donc il y a aujourd'hui une prise de conscience. Plus personne ne peut penser qu'il n'y a plus de problème de déficit. Plus personne ne peut penser que la politique menée par un gouvernement où il y a du déficit va arrêter de nous appauvrir. Et donc dans ce marasme, dans ce déclin, c'est le moment où il y a des prises de conscience. Et Millet, en fait, je vous citais l'école autrichienne, c'est loin d'être un nul berlu. C'est loin d'être quelqu'un qui a improvisé. En fait, il a suivi une stratégie. Il y a un papier qui s'appelle The Right Wing Populism, qui a été popularisé par Murray Rothbard. Un des grands penseurs de la littérature économique, Hayek, Friedrich von Hayek, prix Nobel de l'économie, et qui disait le libéralisme, à l'époque c'était en opposition au communisme, surtout au système collectiviste, socialiste, etc. Le libéralisme marche, il n'y a que comme ça qu'on peut créer des richesses et sortir l'humanité de la pauvreté, et avoir une période d'expansion folle. Donc il faut expliquer, alors qu'on voit que la gauche progresse dans les institutions, dans l'opinion, il faut expliquer aux élites les bienfaits du libéralisme et les bienfaits de notre système par rapport aux autres. Ce qui a moyennement marché, très moyennement marché. Et sur ce, il y a deux personnes, je dirais, un petit peu plus viriles et costauds, Murray Rothbard, Milton Friedman. Murray Rothbard dit non, en fait ça ne marche pas, puisque les élites, par définition, elles dépendent d'un État. Dans tous les pays, vous êtes dans la culture, vous êtes dans la politique, vous êtes dans les affaires, il y a un capitalisme de connivence. Il y a des médailles, vous ne pouvez pas gêner un gouvernement, vous ne pouvez pas gêner votre maire, vous ne pouvez pas gêner votre conseiller régional, votre vice-président de région, la communauté de communes, le conseil départemental. Si vous avez des contrats, tout le monde dépend plus ou moins de l'État, donc c'est difficile de gêner. Donc les élites, dépendant de l'État, ne seront pas influencées, ou même si elles le sont, elles ont un conflit d'intérêts, et donc c'est très difficile pour elles de se convertir au libéralisme. Et en plus, en France, vous avez une rente. Quand vous êtes dans la fonction publique, vous gagnez, il y a 100 000 hauts fonctionnaires, il y en a qui gagnent plus que le salaire d'un président de la République. On parle souvent des gabegies des parlementaires. Les parlementaires, ils sont 500. Les hauts fonctionnaires qui gagnent pareil, ils sont 100 000. Et eux, qu'ils aient des résultats, qu'ils n'aient pas de résultats, ils ont un gros salaire jusqu'à la fin de leur retraite, enfin jusqu'à la fin de leur travail, et après ils ont une retraite qui est totalement délirante, qui n'est pas du tout calculée sur les mêmes taux que les salariés du privé ou les entrepreneurs, etc., qui cotisent des URSSAF et autres. Et donc eux, vous êtes sûr qu'ils ne vont pas se tirer une balle dans les pieds, sinon leur famille a dit pourquoi tu te sacrifies de l'argent, etc. Et Murray Rothbard dit oui, une fois qu'on fait ce constat, le seul calcul raisonnable, c'est de jouer la caste, les élites, contre le peuple, et d'expliquer que c'est parce qu'eux prennent des mauvaises décisions, qui sont en train de fausser totalement le marché, qui sont en train de totalement fausser les prix, qui font en sorte qu'en taxant, les capitaux vont ailleurs. Et encore, il n'y avait pas la mondialisation, il n'y avait pas Dubaï, il n'y avait pas Singapour, etc. quand ils l'ont écrit. Et tout a validé leur thèse. Et donc on est en train de voir que Millet a suivi quand on analyse exactement cette stratégie. Cette stratégie de jouer la réalité du système économique, de dire qu'on s'appauvrit avec le socialisme, de dire qu'on peut s'enrichir uniquement par un libéralisme, et d'épouser les thèses de l'école autrichienne, enrichi par d'autres auteurs. Lui s'est enrichi notamment de Jesus Huerta de Soto et Alberto Menegas Jr., qui ont expliqué en fait que tout ce qu'on apprend en économie, les systèmes macroéconomiques, se basent sur en fait un système d'équilibre néoclassique qui est faux, parce qu'il n'y a pas d'équilibre néoclassique, parce qu'on oublie quelque chose qui est fondamental, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur est le seul qui crée, l'entrepreneur est le seul qui va chercher des capitaux, l'entrepreneur est le seul qui peut aller faire en sorte qu'on produise, l'expression de Millet, les meilleurs produits au meilleur prix. S'il ne le fait pas bien ou si la concurrence est faussée, il peut y avoir des gens qui viennent sur le marché concurrencer, remplacer, etc. Et donc on est à l'aube d'une révolution aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui ? Parce que
il n'y avait pas les réseaux sociaux sous Marx, donc ça a mis 70 ans. Aujourd'hui, le compte de Romain, il fait plus que n'importe quelle personnalité chef d'un parti politique. Les médias, à un moment donné, plus on continue à faire monter ces idées-là, plus ça va être compliqué de faire venir les mêmes qui disent les mêmes choses depuis 10 ans, qui n'intéressent plus personne parce qu'ils font plus d'audience. En réalité, la stratégie qu'a fait Millet, elle est totalement applicable ici. Ça réclame par contre certains principes, c'est sûr. Ça réclame aussi qu'on se change de mindset nous, pour pouvoir changer le mindset des autres. Mais il y a 2 ans, on se serait jamais réunis pour parler de ça. Il y a 2 ans, on n'avait pas d'exemple. Moi, j'ai fait une émission sur BFM Business en juillet 2024. Il y avait les premiers résultats positifs de Millet. Et à la fin, je devais faire un coup de cœur, coup de gueule. En plus, j'avais révisé, la journaliste qui m'invitait, elle avait défoncé Millet 6 mois avant. Elle a dit oui, il est fou, il va planter son pays. Je vais dire le mot de Millet, je vais en prendre plein la figure. Clairement, je ne m'en prends pas plein la figure. On avait fait d'ailleurs avant toute l'émission sur les milliards qui étaient à trouver, alors que c'était le moment où on cherchait le nouveau Premier ministre avant la nomination de Barnier. Je dis, si on regarde les études un petit peu sérieuses, c'est pas 2, 3, 5 milliards, c'est plutôt 20, 30, 40 milliards qu'il va falloir trouver, et le nouveau gouvernement qui va arriver, c'est ce qu'il va devoir faire. Ah bon, machin, il y avait un syndicaliste à côté qui disait non, il faut faire payer les riches, il n'y a pas de problème, etc. J'étais le seul à dire ça. Je me suis dit, en fait, c'est peut-être moi qui suis complètement con et qui me suis trompé dans les détails, parce qu'on est quand même dans les montants, on est quand même sur BFM Business où tout le monde doit maîtriser les chiffres. Donc à la fin de ça, je suis un peu sonné et je dis coup de cœur, Javier Millet, il parle d'économie, il apporte des solutions positives, il le fait et il a des résultats positifs. Et je me dis ah bon, vraiment, ça marche la tronçonneuse et tout? Je dis bah oui, ça marche. Puis je sors de là, je me dis bon, je suis tout seul, j'ai l'impression. 6 mois après, 1 an après, 1 an et demi après, c'est plus du tout pareil. Aujourd'hui, c'est devenu mainstream. Vous parlez de Millet, c'est devenu mainstream. Et donc là, on a 1 an, en réalité. Pour tout vous dire, quand je parle aux politiques et que je leur tiens le même discours, déjà, il y en a peu qui comprennent ce que c'est que les URSSAF, il y en a peu qui ont travaillé dans le privé, il y en a peu qui ne sont pas eux-mêmes, on va dire, impactés par le fait de devoir verser des subventions, parce que quand vous êtes maire, vous arrivez, vous avez une salle, oui, j'ai fait les subventions grâce à moi, telle association qui vous emploie, qui vous paye votre cocktail, c'est pas grâce à lui, hein. C'est grâce au vol. Parce qu'il y a un moment donné, quand c'est plus de 10%, c'est 15%, c'est du vol, qu'on fait à 80% sur ceux qui travaillent dans le secteur privé. C'est ça la réalité. Et les politiques, ils en jouissent et ils en vivent. Donc eux, déjà, il y en a très peu qui veulent franchir le pas. Et d'ailleurs, il y en a qui je suis pas, je leur dis, mais toi, t'es convaincu, mais tu peux pas le dire pendant ton élection municipale. Est-ce que tu vas dire le budget de la culture à Fouera? Est-ce que tu vas dire les HLM à Fouera? Bah, si je le dis, je perds tous ceux qui sont membres d'associations et 30 à 40% de gens qui vivent dans des HLM. Donc c'est très compliqué de gagner une élection quand tu fais ça. Et malheureusement, ils ont raison dans leur rôle. Et donc, quand bien même seraient-ils convaincus, certains me disent, bon, t'as sûrement raison, mais l'opinion publique n'est pas prête en France pour entendre ça, donc si on va là-dessus, on se fait taper. Ça se discute, mais c'est pas totalement faux. Donc je me suis dit, bah, vous savez quoi? En fait, on va la traiter, l'opinion publique. On a 1 an, on a tous les outils digitaux, il y a de plus en plus de journalistes qui savent ce qui se passe, qui s'y intéressent, qui ouvrent les yeux. Je sais pas pour vous, mais la politique, tout le monde se fait chier, y compris les journalistes. Et ils disent quand on interroge les gens, ils vont dire oui, mais tel degré, tel truc, nous on va sur tel micro-truc. Vous avez vu le commissariat qui veut faire des tickets de rationnement pour le Made in France. Maintenant, c'est le 1 euro pour les étudiants, alors quel que soit le niveau de revenu, mais alors c'est les Crous, c'est pas les Crous, il y a des gens qui vont être inscrits en études, qui vont aller pouvoir bouffer pour 1 euro, à quel endroit, vous allez voir que ça va être un fiasco total ce truc, mais ils n'entendent que des trucs où il n'y a aucun candidat, aucun parti politique, où on se dit, tiens, lui, on sait que si on l'écoute, on sait que si on vote, et ben, notre feuille de salaire, à la fin, elle va s'améliorer, les prix vont baisser, on va retrouver de la croissance. Il n'y a aucun parti politique qui propose ça. Et pourquoi il n'y a pas de parti politique qui propose ça? Parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas d'élan là-dessus, que l'opinion n'est pas prête, etc. Or, si tous ceux qui sont là, et je sais que beaucoup sont convaincus, et il y a des comptes qui font un travail, franchement, je suis admiratif, dont un dans la salle qui a été retweeté 5 fois par Millet la semaine dernière, je pense qu'on peut l'applaudir pour ceux qui le connaissent. C'est quand même un exploit. Et il a même fait retweeter une personnalité très très médiatique qui a retweeté dans tous les sens, Millet m'a retweeté, machin, etc. Donc il y a un truc qui est en train de se passer.
c'est un souffle mondial, c'est inédit. On est à 1 an d'une campagne présidentielle où il y a un besoin de changement, il y a un besoin d'entendre un discours neuf. Mais tant qu'on n'apporte pas le discours neuf, bah c'est sûr que les gens, si on reste dans le logiciel précédent, ils vont dire « Ah bah oui, là c'est des dépenses publiques en moins, je vais avoir moins dans ma poche, donc j'ai peur. » Oui, mais tant qu'on leur explique pas, bah on va pas tester. Il y a eu je vais en finir par là, et bon, je crois qu'on a des questions, c'est ça, on échange un peu, voilà. Dans le débat, il y a eu un truc classique, je vous invite à le revoir, donc contre Macri, qui était l'ancien ministre de l'économie, qui était candidat contre Millet, donc a joué le truc classique. Ah mais attention, monsieur avec Javier Millet. Comment ? Massa, pardon, Massa, excuse-moi. Massa qui dit oui, mais attention, avec monsieur Javier Millet, on va baisser, il y a la tronçonneuse, donc il y aura moins pour les étudiants, donc dites que vous allez sacrifier le budget pour les étudiants, dites-le, assumez-le, etc. Magie des réseaux sociaux, il y a des mecs, à la fin de l'émission, ils sont filmés dans leur chambre étudiante pourrie, ils disent regardez ici, on a à peine l'eau, regardez les murs, c'est dégradé, etc. Donc, de toute façon, on sait que c'est le bordel, on le sait. Mais au moins, avec Millet, on peut tenter un truc. Il a l'air d'être convaincu, il a l'air de vouloir changer les choses, plus que les autres, donc on va quand même voter pour Millet. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, dans les élections, est déterminant. Qu'on n'a pas eu aujourd'hui, on n'a pas eu d'offre suffisante aujourd'hui. Il y a des gens qui se positionnent, comme l'a cité Romain, il y en a pas mal, on peut les compter sur les doigts d'une main, mais qui ont fait du travail. Je pense notamment aussi à Christelle Morancé, en région Pays de la Loire, qui a été menacée, même menacée de mort par des gens. Ils ont dit non, on va vous empêcher de voter, on va faire un blocus pour que vous n'accédiez pas au conseil régional de Pays de la Loire, pour pas que vous puissiez baisser les dépenses publiques pour la culture, etc. Elle a dit je le fais, je le dois pour nos enfants, et on ne lâchera pas. Ils l'ont fait, ils ont voté, il n'y a pas eu de révolution, et personne ne va dire que finalement, c'est pas une bonne gouvernante. Au contraire, c'est celle qui a été la plus courageuse de toute l'année dernière, de tous les politiques. Donc comme quoi, en fait, il y a des gens qu'on ne soupçonnait pas. Il y a 5 ans, personne n'entendait parler de Christelle Morancé. Puis finalement, il y a des gens qui le font. Et plus on leur expliquera, et plus nous, on fera le travail à notre échelle, et plus on se mettra en lien, plus les politiques vont se décomplexer, plus ça va placer l'économie au cœur du débat. Donc j'en profite pour faire une petite séance de publicité. Le 2 février prochain, j'ai loué un théâtre dans le 17e, le théâtre Héberto. Je fais venir des entrepreneurs, Éric Larchevêque, Jean-Philippe Cartier, William Boichet, Bertrand Picard, Nicolas Prinsen, qui était l'ancien conseiller innovation et numérique, le premier conseiller numérique et technologie d'un président de la République à l'époque, Nicolas Sarkozy, qui ensuite a été entrepreneur aux États-Unis et autres. Des personnalités engagées dans le débat public, Robert Rivaton, Nicolas Bouzou, Erwan Lenohan, des journalistes aussi auteurs, des personnes comme Romain Dominati aussi qui sont engagés, Thibaut de Montbrial que vous connaissez aussi qui est plus sur les sujets de sécurité, mais il y a quand même un lien entre la sécurité et la prospérité, puisque d'ailleurs depuis qu'il y a eu la croissance en Argentine, il y a beaucoup moins d'agressions. Après il y a une politique un peu ferme, mais il y a quand même un lien à chaque fois. Plus vous baissez les impôts, moins vous avez d'agression et moins vous avez d'insécurité. Donc il y a quand même une politique qui est liée, et ce qui est l'inverse de ce qu'on fait, mais ça mérite quand même d'être entendu. Et le but, c'est que si on rassemble toutes celles et tous ceux qui pensent comme nous, après on a des degrés différents, on peut dire 30%, on peut dire 20% de dépenses publiques, on peut dire faire comme ci, comme ça, ok. Mais si tous on dit le même message, baissons les dépenses publiques, arrêtons d'engraisser des hauts fonctionnaires, arrêtons les privilèges. Il y a une phrase de Millet qui est terrible, c'est il n'y a pas de problème pour les droits. Le seul problème, c'est que si votre droit, il est payé par le travail de quelqu'un d'autre, c'est plus un droit, c'est un privilège. J'invite la gauche à nous expliquer qu'il faut maintenir les privilèges. J'invite la gauche à nous expliquer qu'il faut continuer de sacrifier la jeunesse. J'invite la gauche à nous expliquer qu'il faut plus de budget de l'éducation, alors qu'on dépense plus qu'il y a 20 ans et qu'on n'arrête pas de baisser dans les classements. Pareil pour la santé, on était premier, vous savez, on disait souvent, la France, le meilleur système de santé au monde dans les années 2000, classement de l'OMS. On a dépensé de plus en plus, et on a baissé dans les classements. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une bureaucratie, une technocratie, des hauts fonctionnaires qui coûtent très très cher. Quand on augmente les dépenses, en fait, on n'augmente pas les lits d'hôpital, on augmente pour payer les retraites des hauts fonctionnaires, etc. Donc si on le dit, mais le problème c'est qu'il n'y a personne qui fait ces angles-là. Donc il faut le dire, il faut avoir un discours beaucoup plus radical et assumé par rapport à ce qui est la fenêtre d'Overton aujourd'hui. Il faut même inverser la fenêtre d'Overton. On est les seuls, avec ce discours-là, qui peut permettre une amélioration des services publics. On est les seuls qui ne sacrifiera pas la jeunesse. On est les seuls avec notre discours qui va permettre d'améliorer le pouvoir d'achat des gens.
allez nous chercher là-dessus. Mais pour ça, il faut créer cette offre. Et donc, toutes celles et tous ceux qui sont là, franchement, continuez de vous engager. Il y a des comptes par X. En plus, ça peut aller très vite. On a 1 an. Mais 1 an, à l'époque, je me rappelle, dans les années 2000, il y avait 3-4 émissions, 7 sur 7, l'émission du dimanche soir sur la 2, à 22h, etc. Il y avait quelques émissions politiques. Vous aviez des idées, vous étiez dans un parti politique, il y en avait 2. Et puis, fallait attendre son tour. Là, vous faites une vidéo, vous faites des tweets, vous avez des milliers de retweets, vous avez des milliers de vues, vous êtes invité sur les plateaux télé, et si vous avez un bon discours qui détonne et qui dit la vérité dans une période où tout le monde ment, où tout le monde est incompétent et tout le monde appauvrit le pays, un pays qui décline, et que tout le monde le sait, bah là c'est pas pareil. Et donc il y a des choses à faire, mais pour ça il faut qu'on soit un petit peu nous disciplinés, qu'on sache qu'on a raison, qu'on sache que au bout du chemin, il y a la victoire, et qu'on arrête de se dire que rien ne changera, puisque en fait, on est pile au momentum dans l'histoire de notre pays, qui décline depuis 40 ans. D'ailleurs, la petite vidéo, petite parenthèse, mais vous savez, Mitterrand, quand on lui dit « mais votre système de santé, là, ça marche pas, c'est pas durable avec la pyramide des âges ». Il dit « oui, c'est vrai, mais ce seront à mes successeurs de le faire ». Bon, il y en a eu quelques-uns, il n'y a personne qui l'a fait. Mais donc, on a les preuves que tout était vicié, que ça ne peut pas marcher. Ils ne peuvent pas dire non, si, ça va marcher avec la pyramide des âges, il ne faut pas capitaliser, etc. Donc, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils crachent sur les riches qui s'enrichissent, oui, mais ils s'enrichissent au même taux de capitalisation que si on avait les retraites par capitalisation, tout le monde s'enrichirait de la même façon. Je crois d'ailleurs qu'il y avait une très bonne étude sur si on avait fait la capitalisation il y a des années, quel serait le revenu moyen en France. Donc voilà, message un petit peu fort. Inscrivez-vous pour la nuit de la liberté. Ça va être très rock'n'roll, ça va être très affairiste, ça va être très assumé affairiste, très libéral libertarien, et on a une bataille culturelle exceptionnelle à faire. Il y a plein de gens qui dans Paris savent pas faire, voient que ça bouge, veulent faire, etc. Là on réunit tout le monde. Le but c'est de continuer pendant 1 an de faire une bataille culturelle du feu de Dieu, et puis que comme ça qu'on pourra changer les choses. Et après la traduction politique, est-ce qu'il y aura une personne qui émergera? Est-ce que ce sera autour d'un candidat, d'une candidate? Est-ce que tous ceux qui pensent pareil disent en fait on peut y aller, ça peut marcher, on se regroupe? Ça va nous échapper. Mais en tout cas, le préalable, et j'en terminerai par là, c'était l'ambassadeur d'Argentine en France qui disait Milei a gagné parce qu'il a fait une bataille culturelle avant, qui a été très très forte. Et non seulement ça lui a permis de gagner, mais ça lui a permis, dès qu'il est arrivé, de pouvoir faire toutes les réformes, parce que c'était cohérent avec tout ce qu'il avait dit, ce sur quoi les Argentins s'étaient prononcés. Nous, pendant les élections, on ne parle pas d'économie, c'est pour ça qu'après ils sont à l'Assemblée, ils peuvent se frotter les mains et dire oui, mais on n'en a pas parlé, je ne me suis pas engagé à ne pas endetter le pays, donc je peux faire n'importe quoi. Donc si on arrive ne serait-ce qu'à placer l'économie au centre du débat, déjà ce sera une immense victoire, et on va les savourer parce que ça va être step by step, mais à la fin c'est la victoire qui est possible, et c'est juste un enjeu majeur et qui est le plus excitant, je pense, de notre génération. Donc merci et bravo pour toutes les initiatives qui sont faites, comme celle d'ici avec les apéros libéraux, et puis avec plaisir pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.